Paul-Antoine Martin, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur notre chaîne Reprenons Contrôle et merci de nous accorder un peu de votre temps et de votre énergie pour cet entretien de notre émission Franc-Parler. Vous êtes ingénieur, vous êtes un ancien de Centrale Supélec, vous avez travaillé dans l'industrie pendant une quinzaine d'années, vous êtes désormais sans activité si je puis dire, enfin vous nous expliquerez d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette situation, et vous êtes passé un peu à la célébrité depuis quelques années si je puis dire, à l'occasion d'un livre en particulier, Le Clan des Seigneurs, paru en 2022, où vous dressez un portrait absolument horrifique de ce que vous avez pu observer lorsque vous étiez donc dans la direction d'un port, d'un grand port français, ce que vous avez vu notamment au sujet des hauts fonctionnaires qui dirigent en fait, selon vous, la France en quelque sorte, et les ports en particulier. Vous avez également fait paraître là, cette année, en début d'année, Le Temps des pervers, qui est une sorte de suite, si je puis dire, où vous êtes... vous exposez en fait clairement quels sont les affres du management contemporain dont vous avez été en fait une victime, et c'est ce que vous racontez donc dans ces deux livres. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous et comment est-ce que vous en êtes venu finalement à cette situation. Vous avez été donc ingénieur, donc vous aviez une vingtaine d'années, je suppose, vous êtes entré à Centrale Supélec donc à l'époque. Et comment est-ce que vous vous retrouvez ensuite, comme ça, dans les cadres dirigeants d'un port français? Quel est finalement votre parcours? Quelle est la logique de cela? Merci de m'accueillir sur votre chaîne. J'ai une trentaine d'années d'activité professionnelle derrière moi. Donc une première quinzaine d'années en industrie lourde chez des grands groupes internationaux, Shell, Suez. Il y a eu une période extrêmement intéressante où j'ai pu vivre un mode de management anglo-saxon et un état d'esprit anglo-saxon. Et puis, le hasard de la vie a fait que je suis rentré, j'ai changé complètement de voie, et je suis rentré dans un des grands ports français actuels. Il y a 7 grands ports maritimes aujourd'hui en France. Alors les plus connus sont Le Havre, Marseille. Après, vous avez un port comme Dunkerque. Alors là, je vais les citer par importance décroissante. L'importance, c'est quoi? C'est le tonnage? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui détermine? C'est le volume de marchandises, le chiffre d'affaires? Généralement, on parle du tonnage. D'accord, c'est le tonnage. Généralement, on parle du tonnage. Alors, Marseille, le plus important. Le Havre, ensuite Dunkerque. Ensuite, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux. Voilà, vous en avez 7. Et ensuite, vous avez une kyrielle de ports, moins importants, en volume, traités chaque année, qui sont des ports, on va dire, de rang secondaire, et qui sont principalement gérés par les régions ou les départements. Donc je rentre, après ces 15 années d'activité dans l'industrie, dans un grand port maritime français, qui est statutairement un établissement public. C'est-à-dire que c'est un outil qui appartient à 100% à l'État, mais qui est grossièrement géré comme une société anonyme. Voilà, donc c'est une particularité des grands ports maritimes français. Oui, c'est une particularité française, ça ne fonctionne pas comme ça, par exemple aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. On va avoir des montages différents ailleurs. Là, les ports sont directement rattachés à l'État. Les grands ports maritimes sont directement rattachés à l'État et ils sont gérés en fait par l'État. C'est l'État qui nomme les directeurs généraux et c'est l'État qui on va dire, produit une stratégie globale pour les ports français. Donc voilà, donc ça a été mon activité dans ma seconde partie de vie professionnelle. Quand vous dites que les ports sont rattachés à l'État, ça dépend donc d'un ministère? Alors, les ports dépendent effectivement du ministère des Transports. Et si on va rentrer un peu plus dans le détail, ce que je décris dans mon livre Le Clan des Seigneurs, qui est paru alors, un petit peu après 2022, il est paru début 2023, et il s'est assez vite imposé comme un best-seller parce qu'effectivement, il décrit de façon très crue, et je vais vous expliquer pourquoi,
le comportement de cette haute fonction publique dans ce secteur-là, mais la multitude de courriers que j'ai reçus par la suite, mais je dis bien une multitude de courriers, m'a démontré que c'est exactement la même chose dans tous les autres secteurs gérés par l'État français. Ça veut dire quel genre de secteur, par exemple? Les aéroports? Les aéroports, ça va être tout ce qui est l'énergie, le social, voilà, tous les secteurs, on va dire, qui sont gérés par l'État. Donc ça veut dire un panel d'activités très important. Et j'ai reçu donc des centaines de messages, je dis bien des centaines de messages, de personnes qui étaient convaincues que les gens que je décris dans mon livre étaient en fait issus de l'expérience que j'aurais pu avoir avec leur chef ou avec un collègue haut fonctionnaire, etc. Donc c'était très impressionnant de voir à quel point ce que je décris, et je vais rentrer dans le détail après, est totalement symptomatique de ce que nous vivons en France et de ce qui détruit littéralement notre État et notre économie. Voilà, je mâche pas mes mots, hein, c'est très clairement ma conclusion, c'est effectivement on a un système qui détruit notre économie, alors qu'il devrait justement être là comme le garant de la réussite du pays. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, ce que vous venez de dire finalement, cette haute fonction publique, telle que vous la décrivez dans le livre, apparaît comme une sorte d'entité prédatrice en quelque sorte. Même pas forcément prédatrice au sens, ils travailleraient pour des intérêts étrangers, etc., mais simplement parce que ils sont comme des marquis dans leur fief, et ils attendent que les prébendes leur tombent, et voilà quoi. Et ils se fichent éperdument, ils semblent se ficher en tout cas éperdument du résultat, évidemment des conséquences sur les travailleurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les cadres ou les ouvriers de base, en ce qui concerne les ports. Et enfin, ça paraît assez incroyable. On a du mal à se dire, on sait que c'est vrai, ou en tout cas que, mais certaines anecdotes paraissent tellement graves, tellement énormes qu'on a quand même du mal à penser que c'est vrai. Donc, alors, vous attestez la vérité des fichiers que vous rapportez. Tout ce que j'ai décrit, je l'ai vécu. Tout. C'est-à-dire que je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Toutes les anecdotes sont absolument vraies. Et donc, et parce qu'elles sont vraies, je les ai mises dans ce livre, parce qu'elles sont ahurissantes. C'est ahurissant, oui, c'est ça. Elles sont ahurissantes et en fait, elles dénotent d'un esprit, d'un état d'esprit. Et c'est ça que j'ai voulu démontrer. C'est l'état d'esprit d'une caste qui, aujourd'hui, a tous les pouvoirs, même le pouvoir politique, parce que la haute fonction publique a une emprise, soit par sa présence, soit parce qu'elle a plus de pouvoir aujourd'hui que les politiques, sur l'univers politique. Donc, et on va rentrer, je pense, dans ce fil de discussion, parce que c'est majeur aujourd'hui pour expliquer notre déréliction aujourd'hui en France. Alors auparavant, finalement, il faut décrire bien la chose. Qu'est-ce que la haute fonction publique? Vous parlez dans votre livre, donc ils sont issus du corps. Vous écrivez ça avec une majuscule. Je ne sais pas si l'usage est consacré dans ce milieu-là, mais en tout cas, on comprend, quand on connaît un peu qu'en fait, il s'agit du corps des ponts, du corps des ponts, qui est donc en fait l'école des ponts, qui est une grande école d'ingénieurs créée, je crois, au XVIIe siècle. C'est pas tout à fait ça. D'accord, alors précisons justement, quels sont ces gens, d'où viennent-ils, comment sont-ils recrutés, et finalement, quelle différence avec vous, qui venez également d'une école d'ingénieurs? Et donc on a tenté de se dire, mais finalement, pourquoi y a-t-il on a l'impression qu'il y a une galaxie entre vous, alors que finalement vous êtes issus d'un parcours méritocratique qui est à peu près similaire, même si c'est une école un peu plus prestigieuse. Mais... Tout à fait. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la haute fonction publique, dans la haute fonction publique, vous avez des hauts fonctionnaires qui appartiennent à un grand corps d'État, et puis vous avez toute une kyrielle de hauts fonctionnaires qui ne sont pas issus ou qui n'ont pas d'appartenance avec un grand corps d'État. Par exemple, un professeur d'université est un haut fonctionnaire, mais il n'est pas issu d'un grand corps d'État. Alors quels sont les grands corps d'État? Quels sont les grands corps d'État? Vous en avez 5 en France. C'est la très grande noblesse française. Il y a eu
il y a eu les marquis, il y a eu les barons, etc. dans une autre époque. Aujourd'hui, il y a le corps des inspecteurs des finances, le corps du Conseil d'État. Il y a 3 grands corps administratifs qui sont oui, l'inspection de la Cour des comptes, l'administration. la Cour des comptes, voilà. Donc Inspection générale des finances, Conseil d'État, Cour des comptes, les 3 issus de l'ENA. D'accord, oui, ça d'accord. Ça, c'est plutôt connu du grand public, ça. C'est plutôt connu. Donc ce sont les meilleurs de l'ENA qui rentrent ensuite dans un de ces 3 corps-là. Donc ils sont très prisés, et on va voir pourquoi ensuite. Et puis vous avez 2 grands corps techniques, corps des mines et corps des ponts, qui eux ont une antériorité bien plus grande que les 3 premiers que j'ai cités, parce qu'ils datent du XVIIIe siècle, voire peut-être même encore avant. Et c'est par ces 2 grands corps techniques qui ont été fondés sous Louis XIV, je crois, que la France s'est dotée d'une infrastructure routière, de canaux, qui lui ont permis en tout cas de se développer et d'être une grande puissance économique. Donc ces grands corps-là ont fait la grandeur du pays. Ça, c'est vraiment très important à retenir. Ils ont cette antériorité qui leur donne un très grand prestige. Alors, je vais revenir sur les 3 grands corps administratifs issus de l'ENA. Ceux-là sont beaucoup moins anciens puisqu'ils datent de la création de l'ENA, c'est-à-dire 1946. Pourquoi l'ENA a été créé? Il a été créé par le général de Gaulle avec Michel Debré, qui se sont inspirés des réflexions de Jean Zay, qui était un ancien ministre de l'Éducation pendant le Front populaire. Et en 1939-1940, tout le gouvernement a été renversé, Pétain est arrivé au pouvoir, et un individu comme Jean Zay, qui cumulait à la fois une appartenance ministérielle au Front populaire et à la fois une filiation juive, s'est retrouvé immédiatement interné. Il a été interné par la milice et il a vu à quel point toute la haute fonction publique de l'époque a retourné immédiatement, comme un seul homme, dans l'intégralité, son allégeance du Front populaire à Pétain. Et ça l'a profondément choqué. Et il a réfléchi là-dessus quand il était interné en prison, pour réfléchir à comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'un très grand pays comme ça peut avoir une haute administration qui a aussi peu de cambrure, on va dire, et qui résiste aussi peu à un changement de pouvoir politique, qui ne s'oppose pas en tout cas à un moment donné, parce que la haute fonction publique a aussi un rôle de garant des institutions vis-à-vis du peuple. Et donc il a réfléchi à tout ça et il s'est dit, bon, la France, la guerre se terminera un jour et il faudra reconstruire une haute fonction publique. Et là a germé l'idée d'une école pour l'administration, l'ENA. Et donc, il avait consigné toutes ses réflexions, donc ça c'est pour l'anecdote, sur des feuillets qu'il a pu, que sa future veuve, a pu sortir de la prison, et lui, il a été exécuté terriblement en 1944, et sa veuve a pu passer donc ces feuillets au général de Gaulle, qui ensuite a demandé à Michel Debré de décliner toutes ces idées-là dans l'école de l'administration française, l'ENA. Donc ça date de 1946. Et à partir de 1946, on a vu arriver donc, ces 3 grands corps d'État qui se sont remplis d'individus extrêmement valeureux, parce que, donc ça c'est initialement parce que ils ont été recrutés, et ça c'était le modèle, l'originalité vraiment du recrutement de l'ENA, c'était d'avoir des individus qui étaient à la fois avec une forte aptitude intellectuelle, mais aussi avec une grande épaisseur humaine. Voilà, et c'est cette conjonction de ces 2 particularités qui ont fait ensuite les grands hommes qui ont redressé le pays. Mais cette génération a disparu, à partir des années 70, on va dire, 80,
Et puis, peu à peu, une nouvelle génération sont arrivées, et on n'a plus pu tester cette épaisseur humaine, puisque auparavant, cette épaisseur humaine que l'on demandait depuis 1946 était assez facile en fait, à identifier, en étudiant le passé du candidat, et s'il avait été résistant, s'il s'était exposé, s'il avait défendu la République, enfin, etc., etc. Et à partir donc des années, assez rapidement, on n'a plus recruté que sur une aptitude intellectuelle de plus en plus amenuisée à un bachotage extrême, on va dire. Donc on n'a plus recruté des individus, avant tout avec une épaisseur humaine particulière, solide, parce que quand on est haut fonctionnaire, on est garant d'un pays aussi. Et donc on a recruté finalement peu à peu des individus. Alors on a pu recruter par ce mode de recrutement des gens très très bien, mais on a pu recruter aussi des individus, des mercenaires en fait, qui étaient capables de faire des belles dissertations, de faire des beaux discours, etc., mais qui n'avaient aucune conviction en eux-mêmes. Et en ce qui concerne les deux corps techniques, les mines et les ponts. Pour les deux corps techniques, c'est un recrutement sur concours technique. Voilà. Donc les mines, c'est un recrutement qui est issu de Polytechnique, Normal Sup, Polytechnique, et ce sont les tout meilleurs en classement de sortie qui peuvent choisir les mines. Donc le corps des mines, c'est hyper prestigieux. Et puis les 20 suivants rentrent au corps des ponts. Mais on est dans les 30 premiers ça, c'est les concours de sortie de Polytechnique. Concours de sortie, du concours de sortie Polytechnique qui compte peut-être 200, 250 candidats. Donc on est vraiment dans la crème des individus qui sortent de Polytechnique. C'est les 10%. Oui, c'est les 10, voire même mieux que 10% des meilleurs. Enfin, des meilleurs dans le rang de sortie, on va dire. Alors, je parle de ça parce que une chose qui m'a frappé parce que donc ça veut dire que le personnage que vous décrivez, qui s'appelle Ursi, un anti-héros. Oui, un anti-héros exactement, mais qui est quand même le personnage central en quelque sorte de ce livre, du clan des seigneurs, paraît on a du mal à penser qu'il ait fait Polytechnique en fait. Alors, il n'a pas fait Polytechnique. Ah, d'accord. Non, mais vous avez raison. Ou en tout cas que c'est semblable, s'ils sont comme lui, ait fait Polytechnique. Il n'a pas fait Polytechnique. Pourquoi? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on peut rentrer au corps des ponts sans avoir fait Polytechnique, mais en passant par une toute petite porte issue d'une petite école d'ingénieurs de travaux publics. Voilà. Et il y a pareil, il y a une sorte de concours aussi de sortie ou en cours de carrière, et les meilleurs peuvent rentrer par la petite porte au corps des ponts. Mais en termes de niveau, ça n'a pas grand-chose à voir, en termes d'aptitude intellectuelle. Reste que ça forme le corps des ponts. Tous ces individus-là forment le corps des ponts. Et ce que je décris, c'est que, qu'ils soient sortis de Polytechnique ou pas, mais s'ils sont au corps des ponts, ils doivent une allégeance absolue au corps des ponts, et règne entre eux une fraternité, mais impressionnante, qui fait qu'il règne entre eux un principe de un pour tous, tous pour un. Donc s'il y en a un qui est dans la difficulté, tous viendront le défendre, même s'il faut défendre l'indéfendable, absolument l'indéfendable. Et je démontre dans mon deuxième livre, Le temps des pervers, qu'ils sont entre eux capables de défendre un crime, sans aucun état d'âme, parce que l'un d'eux a pu en commettre un. Donc c'est très impressionnant de voir ce niveau en fait, de corporatisme, jusqu'où il va. Et quand vous êtes dans ce niveau de corporatisme, ça crée des individus qui perdent le sens commun, le sens de l'intérêt commun, on va dire. Puisque l'intérêt, pour eux, c'est le prestige de leur grand corps. Plus leur grand corps sera prestigieux, plus le prestige de leur grand corps reviendra sur les épaules de chacun, et ça leur permettra d'avancer dans la carrière encore plus rapidement. Voilà, c'est cette mécanique-là qu'il faut bien comprendre, qui est une mécanique absolument unique. Dans le pays, elle est assez unique. Alors, elle existe dans l'Inspection générale des finances, dans la Cour des comptes, dans le Conseil d'État, et puis dans le corps des mines. C'est un petit groupe d'individus
qui effectivement se portent mutuellement vers les plus hautes responsabilités. Et ils se créent en étant aux plus hautes responsabilités et avec cette immense fraternité, un univers d'impunité et d'irresponsabilité absolue. Et c'est de là que découle tout le désastre en fait que l'on peut rencontrer ensuite dans les secteurs économiques en France. Oui, parce qu'on voit donc qu'ils sont nommés par décret ministériel, ou présidentiel, Présidentiel. Donc ils se sentent investis quasiment d'un pouvoir divin. Oui. Et on voit effectivement que leur préoccupation semble être essentiellement de comment monter la marche prochaine le plus rapidement possible, avec le plus grand avantage. Et à se demander comment est-ce que les institutions dont ils sont censés avoir la direction fonctionnent. C'est-à-dire comment est-ce que le port où vous étiez, vous par exemple, pouvait fonctionner avec un directeur, il est directeur, c'est ça ou... Directeur général. Avec le directeur général qui en fait à sa guise, qui place à sa guise au conseil de surveillance les gens qui sauront surtout ne pas lui porter ombrage, qui qu'auront de façon assez sournoise soit des syndicalistes, soit des journalistes, soit enfin qui il faut quand il faut. Enfin, on a l'impression d'être dans la cour des Tang, c'est-à-dire une sorte de mécanisme d'emprise comme ça, où il y a des petits marquis qui se poussent du col et qui n'ont strictement aucun... Enfin, on se demande à quel moment ils prennent des décisions, et s'ils en prennent, et à quoi elles servent. Ce que j'ai voulu montrer, effectivement, c'est une chronique de la corruption ordinaire, aujourd'hui, dans les plus hautes strates du pays. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que... il ne faut pas... je ne décris pas des scandales financiers, je ne décris pas il n'y a pas de révélation explosive dans mon livre. Par contre, il y a un fond continu de description de comment la corruption ordinaire fonctionne. Et elle provient, en fait, de cet univers-là. Et ça, c'est très important de bien le comprendre, pour comprendre ensuite comment le monde politique fonctionne, et comment fonctionne tout le dysfonctionnement du pays. Pourquoi tant de dysfonctionnement? Vous avez raison. Alors, ils prennent des décisions, et ce qui est très fort, c'est que ces individus qui sont l'élite, on va dire, qui se considèrent en tout cas comme l'élite, et qui, de par les statuts, sont effectivement, on va dire, l'élite, sur le papier, jouissent de l'impunité totale. Et jouissant de l'impunité totale, ils peuvent se permettre l'inexemplarité totale. Donc c'est cette dérive psychologique que j'ai voulu montrer, qui est très importante pour comprendre le mode de fonctionnement aujourd'hui en France. C'est que nous avons aujourd'hui à la tête des individus qui sont foncièrement inexemplaires et qui vont demander au peuple l'exemplarité. Voilà. Et ça, c'est profondément pervers. Ça ouvre sur mon second ouvrage, c'est profondément pervers, et on est dans ce hiatus qui est dans cette sidération permanente entre une élite qui va demander l'exemplarité à ceux à qui elle doit justement l'exemplarité. Et on ne peut pas demander à un peuple l'exemplarité en étant inexemplaire quand on appartient à l'élite. Et là, il y a quelque chose de profondément révoltant, profondément choquant. Je donne des exemples. Hein. Vous avez cité, ils vont choisir effectivement des individus qui ne vont pas leur porter ombrage. Moi, je me rappelle, j'étais au directoire, donc au plus haut niveau d'un de ces grands ports français, et une des premières paroles du directeur général qui venait d'être parachuté, il connaissait, il n'avait jamais mis les pieds dans un port. Hein. Jamais. Ça aussi, c'est une particularité. Oui, rien que ça paraît aberrant. Voilà, il a parachuté, il arrive, il a les pouvoirs, décret présidentiel, parfait. Alors, j'ai pas décrit toute la mécanique, en fait, de cooptation qui se produit. Enfin, si, je la décris un petit peu, parce qu'en fait, je décris qu'il y a un groupe de copains. On voit aussi qu'il y a une rivalité entre l'ENA et les... Ah oui, parce qu'il y a des chasses gardées. Des mines. Il y a des chasses gardées. Alors, je vais y revenir. Je finis l'anecdote. Et donc, la première parole de cet individu corps des ponts qui débarque dans un port dont il ne connaît strictement rien, pour lequel il n'a aucune compétence, c'est de dire à ses directeurs, pas de putsch. Parce que c'est leur terreur à ces gens. Leur terreur, c'est d'avoir des gens qui sont suffisamment bons pour être meilleurs qu'eux et plus, visibles qu'eux.
dans les médias ou visibles qu'eux en tant que comme compétents. Et ça, c'est leur terreur. Donc, assez rapidement, ils vont placer des pions à eux, et des pions soumis, dépendants, redevables, à qui ils vont donner des promos, juste pour, comment dire, occuper des postes, et surtout ne pas leur en faire ombrage, et créer autour d'eux une sorte de rempart pour leur permettre ensuite de se consacrer à leur carrière. Alors on devine quand on lit votre livre, et au vu des anecdotes que vous venez de nous rapporter, que ça ne peut pas effectivement être positif sur les entités à la tête desquelles ils sont, ici les ports. Et à ce sujet justement, je voulais savoir quelle est finalement la situation des ports en France. Vous en parlez un peu dans le Clan des Seigneurs, alors ça porte pas, c'est pas un essai, hein, donc il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont donnés, mais je crois que vous citez, en ordre de grandeur, c'est quelque chose comme l'activité des ports français en 30 ans a progressé de 0,4% ou de 0,2%, pendant que le commerce mondial maritime progressait de 400%, quoi. Alors c'est peut-être que vous corrigerez les chiffres, mais enfin, Oui. dans les ordres de grandeur, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est en train de rater complètement le coche là-dessus. Autre anecdote, peut-être que vous y viendrez, mais je vous devance dans ce cas-là. Vous vous rendez à un moment donné à un salon, alors je crois que c'est en Allemagne, en tout cas vous avez affaire à un salon international, alors je ne sais pas sur quoi exactement, mais de fournitures, de fournisseurs, de matériel, de logistique, donc des grosses machines quand même, on voit ce qu'il y a sur les ports. Et là vous avez un Allemand, vous approchez du stand, vous voyez une carte d'Europe, où il y a, donc c'est le leader du marché, et il y a donc il a disposé tous les ports avec lesquels, qui sont ses clients, donc un peu partout. Et il y a un énorme trou noir, c'est la France, il n'a pas un seul client. Et quand vous allez le voir pour lui demander pourquoi, il vous répond grosso modo, c'est infernal, en France j'ai essayé, vos fonctionnaires sont nuls, on ne peut absolument rien faire avec eux, j'ai abandonné et tous mes concurrents font pareil. Et effectivement, moi je m'aperçois que dans les questions économiques, on n'entend jamais parler de port. On n'entend jamais un homme politique nous dire on va lancer un grand plan maritime, alors qu'on est à la deuxième zone économique mondiale, enfin économique exclusive mondiale, que nous avons effectivement 3 façades, même 4 si on compte la mer du Nord en quelque sorte, mais on a une disposition géographique qui devrait nous favoriser à ce point de vue-là, et en fait c'est effectivement complètement à l'abandon. Quel est votre... Enfin, on comprend pourquoi, peut-être qu'il y a des raisons encore plus spécifiques que vous pouvez détailler, et selon vous, quelle est finalement la solution? Comment est-ce qu'on peut réussir à redresser la barre pour les ports français? Alors, la question des ports français est un scandale national, mais vraiment un scandale, terrifiant, de voir comment, avec autant d'atouts, de voir avec autant de bonne volonté, on peut avoir aujourd'hui des ports qui soient dans un tel état, dans un monde qui est mondialisé et qui fait énormément de commerce par voie maritime. Alors, vous avez cité quelques chiffres. Je cite 4 chiffres, effectivement, dans mon livre, parce que je voulais que les gens les saisissent, parce qu'ils sont tellement saisissants, pour le coup, qu'ils disent tout de la situation. Entre 1985 et 2019, avant Covid, la croissance des ports français était sur ces 35 années, elle a été de 0 ou de 5%. 0,5%. Pendant ce temps-là, la croissance du commerce maritime mondial, le commerce maritime, c'est 90% du commerce mondial. Hein, donc c'est la plus grosse partie du commerce mondial, le commerce maritime. Pendant ce temps-là, le commerce maritime mondial, lui, s'est accru de 240%. C'est-à-dire que tous les navires qui ont relié l'Europe tous les navires, ou la très grande majorité des navires qui ont relié nouvellement l'Europe avec les autres continents, ne sont pas passés par la France, ou ont contourné la France. C'est très impressionnant de se rendre compte de ça. Ça veut dire quoi derrière? Des milliards et des milliards de retombées économiques qui sont allées en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie.
Alors précisément, peut-être faut-il expliquer aux gens, en fait, en quoi un port est-il Oui. un atout et en quoi est-ce que ça rapporte de l'argent finalement Alors, un port, c'est un atout majeur pour une économie. C'est absolument majeur. Et d'ailleurs, il y a des guerres. On voit par exemple entre l'Ukraine et la Russie Oui, que sur la le Crimée, sur le le port d'Odessa est absolument capital. Un port, c'est une porte ouverte pour le commerce extérieur, pour faire rentrer des marchandises et pour en exporter. Donc c'est absolument majeur pour une économie. Une économie ne peut pas fonctionner sans port. Elle s'étouffe très vite ou elle fonctionne à minima avec des échanges intérieurs. Mais les ports sont absolument capitaux et l'histoire a montré qu'on pouvait se faire la guerre entre pays pour avoir le contrôle d'un port. Eh bien nous avons 7 grands ports maritimes et nous en avons des dizaines d'autres. Et l'État ne se bat pas pour ces ports-là parce qu'ils sont aujourd'hui complètement, ces 7 grands ports maritimes, sous la coupe du corps des ponts dont j'ai décrit le fonctionnement un petit peu avant. Les ports, c'est majeur. Pourquoi? Parce que vous pouvez, si vous avez de l'industrie, vous pouvez faire rentrer des matières premières pour alimenter votre industrie par les ports. Vous pouvez en exporter ensuite les produits finis partout dans le monde via les ports. Et ne pas utiliser des poids lourds ou des trains pour aller relier les ports d'autres pays. Ce qui viendrait rajouter en plus des coûts de logistique, et donc vous rendre absolument non compétitif sur le commerce, pour le commerce mondial. Donc, un pays qui n'a pas de port ou qui a des ports qui ne fonctionnent pas est un pays qui a du mal à être compétitif mondialement pour l'industrie ou le commerce en fait qu'il peut faire avec les autres. Donc ça c'est majeur. Ça veut dire que la destruction des ports ou la destruction du fonctionnement des ports en France a participé largement à la désindustrialisation. Concrètement, ça veut dire par exemple qu'au lieu d'aller, je sais pas moi, je prends un navire qui vient de Chine, qui passe par le canal de Suez, etc., qui remonte la Méditerranée, il va débarquer plutôt à Barcelone ou à Gênes, par exemple, qu'à Marseille, quoi, grosso modo. Complètement. Et pourquoi, en fait, pourquoi en France ne va-t-il pas à Marseille va-t-il dans les ports voisins plutôt que, même si c'est des marchandises à destination de la France? Alors, je vais déjà dire que la France a permis tout autour d'elle la croissance de ports comme Barcelone, comme Gênes, comme Rotterdam, comme Anvers. Même au Maroc, je crois que l'un des plus grands ports l'un des plus grands ports maintenant méditerranéens, c'est Tangemed, depuis quelques années, est une véritable pépite. C'est grâce à la France. Ah, bah écoutez. C'est grâce au dysfonctionnement du port de Marseille. Donc finalement, la France permet aux pays étrangers de s'armer avec des ports de plus en plus compétitifs. Et pourquoi un navire va aller plutôt à Barcelone ou à Gênes ou pour contourner complètement toute la France et aller à Anvers quand il vient par exemple d'Amérique du Sud, alors que c'est tellement plus simple. Ça serait tellement plus simple de s'arrêter au Havre ou à Nantes par exemple. C'est que vous avez un mode de fonctionnement des ports en France qui est absolument pas tourné vers le client, absolument pas tourné vers la logistique. Pendant des décennies, les dirigeants des ports français n'ont pas compris, et c'est absolument incroyable. Donc les dirigeants, on parle de ceux que j'ai décrivés tout à l'heure, donc les fameux hauts fonctionnaires voilà, issus du corps des mines. Du corps des ponts. Du corps des ponts, excusez-moi. Ces gens que j'ai décrits n'ont pas compris que un port était forcément relié à une logistique ferroviaire de qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter un navire ou le décharger rapidement, c'est ça qui fait la qualité d'un port, c'est pouvoir le charger ou le décharger rapidement, c'est ça qui le rend compétitif, si on n'a pas des axes ferroviaires de grande qualité, pour ensuite envoyer la marchandise partout dans le pays. Eh bien ça n'a pas été compris. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Et donc, le fait que ces individus n'aient pas compris ça a participé aussi à la destruction de SNCF Fret. Oui, évidemment, parce qu'effectivement, c'est relié. Parce qu'on se rend bien compte que, comme le port il rayonne en marchandises, il y a quantité d'emplois et d'activités induites par le bon fonctionnement d'un port, quoi. Voilà, et puis donc, il faut une logistique de très grande qualité derrière. Mais dans l'esprit de ces grands corps d'État, la logistique, ce sont des métiers pas nobles.
Vous voyez, c'est pas noble. Donc, on s'en occupe pas, ou alors on laisse aux autres le soin de s'en occuper. Il y a toujours dans leur esprit un mode méprisant, un mode de supériorité. Il y a toujours cet esprit de noblesse, d'aristocrate, pas le grand aristocrate des grandes années Oui, c'est pas Condé, quoi. de la royauté. Non, les aristocrates de fin de l'aristocratie. Ce temps où ils ne vivaient plus que pour les privilèges et pour gonfler les privilèges. Comme Bernanos disait, et c'est une citation que je mets en exergue de mon livre, l'élite cesse d'être l'élite quand elle prend plus qu'elle ne donne. Oui, son rendement est négatif. Le rendement est très négatif, ouais, pour le coup. Mais quand elle commence à prendre beaucoup plus qu'elle ne donne, elle prend beaucoup. Et beaucoup parce qu'elle est à un niveau où elle devrait donner beaucoup, puisqu'elle devrait insuffler, en fait, à l'ensemble d'un pays une énergie, une direction, etc. Et c'est ce qu'on a connu dans les années 70. Aujourd'hui, on vit sur quoi en 2025? Sur les grands projets des années 70, le nucléaire, le TGV et d'autres. Quels sont les grands projets que l'on a sortis des cartons depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? On peut les compter. Il n'y en a pas. La France a raté, malheureusement, un peu tous les virages. L'informatique. Alors pourtant, on avait des compétences. On avait même des entreprises. Il y a je beaucoup pense à la de Bulle, compétences. etc. Internet, ça a été raté. Enfin, c'est vraiment depuis Mais les c'est années pour 90. les mêmes raisons. Depuis les années 90, ça ne fait. C'est qu'une série de rendez-vous manqués de trains derrière lesquels on court, quoi. Sans faire de jeu de mots. Oui, c'est ça. Et c'est pour les mêmes raisons que ce que je décris dans mon livre. Vous voyez, c'est ce même état d'esprit. C'est-à-dire que ce même état d'esprit de caste qui ne s'occupe que de la caste, que d'alimenter la caste, de satisfaire aux besoins de la caste et de satisfaire aux carrières personnelles des uns et des autres. À partir de là, on oublie l'intérêt commun et on laisse un outil de très très grande qualité laissé par les très grands hauts fonctionnaires des années 70, 60, 70, 80, en désuétude. Et aujourd'hui, on a des ports qui vivotent. Et en 2024, le trafic des ports français était moindre encore que quand j'écrivais ce livre. C'est-à-dire que le trafic mondial a continué de progresser, alors que le trafic géré par les ports français a continué à baisser. Et aujourd'hui, et ça c'est vraiment le genre de... C'est tout à fait le mode de raisonnement, en fait, de ce genre de caste. Moi j'appelle ça la caste piranha, vous voyez. Les piranhas, vous voyez, ces poissons qui viennent en meute s'agripper sur des animaux vivants qui traversent la rivière et qui n'en laissent que des os. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous avez comme un vol de criquettes qui s'est abattu sur la France et ils mangent toutes les ressources. Mais c'est ça que nous vivons. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Je vais donner un autre exemple qui va parler aux auditeurs. Ce que je décris dans les ports est donc tout à fait symptomatique de ce que l'on peut connaître dans la santé, de ce qu'on peut connaître, qu'on a connu dans l'informatique, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'informatique française aujourd'hui, dans le nucléaire et d'autres. À partir des années 85, il y a quelque chose qui s'est mis en place, c'est le pantouflage. Alors le pantouflage, c'est une pratique française typique de la haute fonction publique qui a commencé dans les années 80-85 avec la privatisation de grands outils français. Ça a commencé par les banques, privatisation des banques. Vous aviez des cabinets ministériels à l'économie, ce qu'on appelle aujourd'hui Bercy, qui préparaient la privatisation des banques. Et dans ces cabinets ministériels, les conseillers donc des ministres se préparaient eux-mêmes le saut dans le privé, donc ce sont des conseillers hauts fonctionnaires, se préparaient eux-mêmes le saut dans le privé, parce qu'ils voyaient des hausses de salaire considérables, une carrière tout à fait nouvelle, excitante, tout en gardant le statut de haut fonctionnaire. Donc vous avez des individus qui ont commencé à initier ce qu'on appelle un pantouflage. Partez, vous êtes haut fonctionnaire, vous partez dans le privé, vous faites x5, x10
pour votre salaire. Et puis quand vous avez envie de revenir dans la haute fonction publique, comme vous êtes toujours haut fonctionnaire, vous revenez quand vous voulez à un poste bien supérieur, puisque pendant ce temps-là, votre carrière administrative s'est améliorée, on va dire, de façon fantôme. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est un jeu où on ne fait que gagner. Dans tous les cas, on ne fait que gagner. Au pire, on peut avoir un petit ralentissement de carrière quand on est vraiment très, 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 très mauvais. Mais sinon, on ne fait que gagner, et gagner beaucoup. Et ce pantouflage, donc le pantouflage, c'est dans un sens, vers le privé, puis vous avez le rétro-pantouflage, dans le retour vers le public. Et quand vous avez un conseiller ministériel, haut fonctionnaire, qui connaît tous les secrets, en fait, de la privatisation, puisque c'est lui-même qui l'a initié, il part avec des secrets d'État. Et c'est comme ça que l'on commence à diffuser ou à créer une corruption dans le pays. Vous voyez, la corruption morale qui s'est diffusée, puis la corruption financière, bien sûr, elle a fortement commencé avec ça. Aujourd'hui, alors qu'à l'époque, dans les années 85, le pantouflage, c'était sporadique, aujourd'hui, c'est une pratique totalement courante. Et pire que ça, elle est légalisée depuis 2023, depuis une loi de mars 2023. Donc, elle est légalisée et encouragée. Alors, par conséquent, la question qui s'impose, c'est comment faire pour arrêter ce désastre? À la fois pour les ports, mais plus généralement, c'est cette ahurissante corruption de la haute fonction publique. Avez-vous réfléchi à la question? Avez-vous des solutions? Oui, on m'a posé beaucoup de fois la question. Oui, j'imagine, oui. Il faut quoi? Il faut supprimer les grands corps d'État, il faut supprimer faut changer le mode de recrutement, il faut imposer des règles très strictes et un conseil de surveillance peut-être avec des gens il faudrait qu'ils rendent des comptes à des gens qui ne soient pas du même corps. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand ils rendent des comptes, oui, ils rendent des les comptes rares fois où ils rendent des comptes à un individu du même grand corps qu'eux. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ce même grand corps, ce même individu qui les audite à un moment donné, pourra le lendemain être l'audité de l'autre qui sera devenu auditeur. Donc c'est une caste en fait qui se sert. C'est pour ça qu'on n'entend jamais de hauts fonctionnaires qui sont pointés du doigt. On les entend jamais faire amende honorable. Ils ne sont jamais pointés comme responsables. Enfin, c'est très impressionnant. Alors qu'ils sont à la source, vraiment à la source du désastre. Alors, les solutions sont quand même des individus qui ont été recrutés parce qu'ils ont un bon niveau intellectuel. Alors, je ne dis pas une grande intelligence, mais je dis un bon niveau intellectuel, capable de gérer la complexité. L'intelligence, c'est autre chose. Hein, c'est beaucoup plus profond, on va dire. Mais quand vous êtes immergé dans un milieu... Parce que c'est pas l'école en elle-même qui est problématique. C'est l'esprit de caste, ensuite, dans le monde professionnel, dans leur monde professionnel, qui induit cette corruption et qui induit ce comportement absolument délétère pour l'économie du pays. Et, par exemple, pour les ports, on ne peut pas imaginer que la même caste règne sur tous les ports, tout le temps, depuis des décennies, avec, au-dessus d'elle, à tous les échelons du ministère, un individu du corps des ponts à la tête de chaque échelon, puis ensuite dans le cabinet ministériel du ministère des Transports des corps des ponts, ensuite en tant que ministre, comme Madame Borne par exemple, mais d'autres à la suite, corps des ponts, ensuite conseiller transport du Premier ministre, corps des ponts, conseiller transport du président, corps des ponts. Vous voyez, c'est ça en fait la caste française. Et c'est comme ça que vous avez l'impunité totale. Et un désastre à plusieurs milliards, il sera couvert. Totalement couvert, et on n'en entendra jamais parler. Par contre, on ira pointer la CGT, on ira pointer tel client, on ira pointer les Français. Enfin, on trouvera toujours une raison exogène, sauf que la vraie raison, c'est l'endogamie complète qui empêche d'avoir un minimum de bon sens et de sens des responsabilités. Alors, il faut casser ça. Mais pour casser ça, il faut une volonté politique. Or, aujourd'hui, les politiques sont plus faibles que cette caste-là. Donc, à mon sens, la seule solution, elle vient du peuple.
C'est au peuple de prendre conscience de la situation, de comment est géré en fait le pays, pour lui-même imposer d'être partie prenante dans les nominations, imposer des quotas, imposer des restrictions, et puis veiller à ce que les commissions d'enquête au niveau du Parlement, parce que c'est le Parlement qui est en charge de surveiller le mode de fonctionnement de la très haute fonction publique. Mais il ne le fait pas aujourd'hui. Il ne le fait pas. Ou s'il le fait, les rapports sont enterrés immédiatement. Donc, c'est au peuple de retrouver cette souveraineté, et il y a eu absolument urgence, parce que le pays est dilapidé. En tout cas, il est appauvri d'année après année. J'ai un nom, moi, qui me vient en tête quand vous parlez de ça. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est Thierry Breton. Alors, je ne sais pas s'il a été du corps... non, il n'est pas d'un grand corps d'État. Je crois qu'il était ingénieur également. Donc bon. Parce que finalement, c'est un naufrageur, quoi. C'est-à-dire, c'est un type qui a pantouflé lui aussi, si je puis dire. En tout cas, il est allé, alors, je ne sais plus exactement les entreprises dans lesquelles il est allé, mais partout où il est allé, ça s'est cassé la figure assez rapidement après. Et finalement, il a progressé, il est devenu ministre, il est devenu commissaire européen. Et, enfin, on sent, si vous voulez, qu'il y a eu, alors je vais reprendre un peu, pour pasticher un peu le titre de Houellebecq, il y a extension du domaine du cartel, quoi. C'est-à-dire, il y a la France, mais il y a l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, en plus de ça, ils peuvent jouer à un niveau encore supérieur, avec encore moins de force de rappel, avec une souveraineté complètement évaporée, qui n'existe même plus. Et une irresponsabilité encore plus complète. C'est ça. Et donc, quelle est votre approche de ça? Est-ce que vous avez déjà, vu, pendant vos années d'exercice, est-ce que vous avez pu voir les méfaits de l'Union européenne et de la caste de hauts fonctionnaires européens? Parce qu'il y en a beaucoup également, peut-être même plus en proportion d'ailleurs qu'en France. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet en particulier? Et quelqu'un comme Thierry Breton, par exemple, qui n'est pas une exception dans ce domaine-là. Alors, Thierry Breton, c'est vraiment l'archétype de l'individu qui est aux antipodes, en fait, de comment fonctionne le français moyen. Nous tous, en fait, on va dire. C'est-à-dire que nous tous, nous croyons au travail bien fait, nous aimons faire notre travail, et nous pensons nous pensons à la méritocratie, nous pensons que nous avons du mérite si nous faisons bien notre travail. Et un individu comme ça, comme Breton, et comme tant d'autres, comme je peux les décrire dans mon livre, la qualité de la réalisation, ou la qualité de leur travail, c'est pas ça qui compte pour la carrière. Et c'est ce que les Français doivent bien comprendre. C'est-à-dire que quand ils arrivent à un certain niveau, ils sont presque, en apesanteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'actes, il n'y a plus d'actions mauvaises qui pourraient leur nuire, puisqu'ils ont un tel réseau d'individus comme eux, qui s'auto-protègent tous les uns les autres, que tous ensemble, ils flottent et ils s'auto-protègent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus grand-chose contre ces gens-là, on ne peut même pas leur pointer ou leur reprocher leurs méfaits, ça n'a plus aucun effet sur eux. Et d'ailleurs, on le voit bien, Breton, il passe d'entreprise en entreprise, c'est la faillite, c'est le désastre, c'est l'effondrement boursier, mais il continue. Et il continue vers les plus hauts sommets. Parce qu'il a un réseau qui lui permet de surnager, non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il connaît les bonnes personnes, parce qu'il doit avoir des personnes redevables autour de lui, parce qu'il a créé ce jeu le plus important, c'est le jeu de l'ascenseur. C'est-à-dire que je te donne quelque chose, tu me rendras quelque chose. C'est le fonctionnement mafieux. Il faut bien se rendre compte qu'à ce niveau-là, c'est un fonctionnement mafieux. Et moi, je parle de cartel. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement en cartel, aussi bien en France, avec ces grands corps d'État qui se sont partagés les grands secteurs français, c'est-à-dire que chacun règne sur un secteur en particulier et n'est pas gêné par un autre. Je parle de Yalta des corps, à un moment donné, dans mon livre. Mais au niveau européen, c'est pareil. Donc, pourquoi les hauts fonctionnaires français ont vu d'un bon œil l'arrivée de l'Europe, alors qu'a priori, ça aurait été une levée de bouclier, c'est-à-dire que c'était une concurrence pour eux, ça aurait pu être une concurrence terrible pour eux.
Tout simplement parce que c'était un appel d'air de carrière fantastique, avec des rémunérations fantastiques. Et donc là, il y a eu un véritable appel d'air de carrière dans les institutions européennes qui a reproduit, vu sa monstruosité, sa taille monstrueuse, a reproduit un fonctionnement complètement de cartel, un fonctionnement comment dire, mafieux, et puis de cynisme. On retrouve ça complètement, d'ultra-bureaucratie. D'ultra-bureaucratie qui va prédominer sur la qualité des résultats des politiques, on va dire. On voit d'ailleurs, pour continuer à la fois sur Thierry Breton et sur le côté apesanteur que vous avez bien mis en exergue, Thierry Breton tellement en apesanteur, Thierry Breton, que il n'est plus commissaire européen. Il se fait d'ailleurs plus ou moins lourder dans des conditions assez croquignolesques lors des dernières élections européennes, enfin un peu avant je crois d'ailleurs. Et pourtant il avait quand même table ouverte dans je ne sais plus quel média pour expliquer que les Roumains avaient mal voté, et que les Allemands s'apprêtaient à mal voter, alors qu'il n'avait plus aucune responsabilité à ce niveau-là, et que s'il allait faire, on allait intervenir, qu'il était hors de question que les Allemands se prononcent. Alors, en l'occurrence, c'était pour l'AfD, mais on sentait bien que ça avait été des lignes, que par exemple, ça aurait été la même sauce, évidemment. On a vraiment affaire là à des gens qui sont des psychopathes. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, je pense, pour les décrire. C'est ce que je pense, et c'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là. C'est aussi ce dont je parle dans mon deuxième livre, où je parle de l'expérience du burn-out. Mais pourquoi l'expérience du burn-out? Parce que, effectivement, il y a un psychopathe qui agit de façon incroyable, de façon ahurissante, criminelle, dans le monde du travail, et c'est un haut fonctionnaire. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Et Thierry Breton, oui, il est en apesanteur. Alors à ce moment-là, il était en lice pour Matignon. Ah oui. Dans les coulisses, Bernard Arnault poussait pour qu'il soit à Matignon. À quoi avons-nous échappé? Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on l'a vu partout, dans certains médias. Pas tous, mais dans certains médias, effectivement. Et donc, comme ils sont... Imaginez-vous, vous avez droit à tout. Il n'y a plus rien qui recule à vos demandes. Vous avez l'impunité totale. Vous êtes dans l'irresponsabilité absolue. C'est l'hubris. C'est l'hubris, il n'y a plus de limite. Et vous commencez à vous penser le maître du monde, ou le maître de l'Europe, ou le maître de ceci ou de cela, et à décréter que la démocratie, en Roumanie, ça doit fonctionner comme ça. Si le bon candidat n'a pas été élu, on annule tout. On s'en vante, on peut même le dire, on ne s'en cache même plus. Là, on est dans la psychopathie, on s'en cache même plus. Voyez, c'est même plus les coups en douce comme ils savent faire. Là, on est arrivé à un niveau qui, à mon sens, est de plus en plus grave, et qui signe en fait les mauvaises effluves du totalitarisme, vous voyez. Moi, je sens venir ça parce qu'on a à la tête de nos pays européens et à la tête de l'Union européenne des individus qui n'ont plus de limites. Plus de limites, et qui sont mus par une idéologie très dangereuse. Alors, on a parlé donc de l'Union européenne, du mépris en fait qu'a pour la démocratie cette caste. Oui. Vous-même, vous êtes signataire de la pétition que nous avions lancée maintenant il y a quelques années, référendum-ue.org, qui appelle en fait à ce que soit tenu en France un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Je pense que ça, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, ça fait écho un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire pour se débarrasser de cette caste-là, il faut en faire un appel au peuple. Et finalement, c'est ce que nous demandons aussi à un échelon supérieur, mais ça pourrait très bien fonctionner pour la haute fonction publique française et pour le système français de façon générale. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer cette pétition? Comment voyez-vous cette opportunité? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon d'agir? Comment vous placez-vous par rapport à cette question du référendum en général et sur la question de l'Union européenne, du référendum sur la question de l'Union européenne? Je pense que l'appel au peuple, il n'y a plus d'autre choix aujourd'hui. Et c'est comment dire, on ne sortira de la situation dans laquelle on est et qui va empirer si rien ne change, qui va empirer rapidement si rien ne change,
On n'en sortira que par un appel au peuple massif. On a vu en Roumanie que le peuple a été spolié, on l'a vu dans d'autres pays, on a vu qu'en France, le référendum de 2005 a été volé aux Français. Donc, on a aujourd'hui, comme vous le disiez, un mépris de la démocratie, parce que ces individus sont pris d'un hubris qui les fait, comment dire, leur donne le droit d'avoir un mépris total pour le peuple. Voilà. Et ils s'estiment être les seuls à être capables de gérer un pays. Et ce sont des bureaucrates. Parce que Breton, c'était un bureaucrate, par exemple. Breton n'a jamais été élu. Donc toute sa vie, il a soit été chef d'entreprise, mais avec des échecs cuisants, soit été bureaucrate à Bruxelles. Et ces gens-là se permettent aujourd'hui d'avoir des idées des idées très nettes sur comment des pays européens doivent être dirigés. Ces gens-là sont très dangereux. Il n'y a que le peuple qui pourra, par une réaction massive, comme le référendum dont vous êtes, enfin la demande de référendum dont vous êtes à l'origine, il n'y a que par là que l'on pourra redresser nos pays en Europe. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Toutes nos institutions sont aujourd'hui complètement mafiosées. Totalement. C'est-à-dire que les institutions sont aujourd'hui, via les hauts fonctionnaires nommés par les dirigeants, sont aujourd'hui au service de l'exécutif. C'est comme ça, alors que la démocratie française, la Ve République, ne repose pas du tout sur ce principe-là. Enfin, dernière question, question un peu rituelle que nous posons régulièrement pour conclure les entretiens. Comment envisagez-vous, comment voyez-vous par exemple la France dans 20 ans, 30 ans, à un horizon de une ou deux générations éventuellement? En partant d'aujourd'hui, hein, en estimant, sans parler d'une réforme qui surviendrait. Oui. Moi, je vois déjà depuis quelques années que la dégradation, qui va en s'accélérant. S'il n'y a pas une résistance majeure du peuple, ça ne fera que s'accélérer encore. Et je crains le pire. Je crains le pire pour le pays. Vraiment le pire. Oui. C'est-à-dire un effondrement social, économique, ou une dictature, ou je ne sais pas. Ça pourrait être un effondrement social. Sachant que les deux sont souvent liés, enfin, voilà. La dictature étant la réponse éventuellement à un effondrement. Exactement. Soit un effondrement social, un effondrement économique. On parle de la tutelle du FMI, ça s'est murmuré on est très près. Cette année. On y est très près. Et puis, le risque majeur avec l'autocrate que nous avons aujourd'hui au pouvoir, le risque très fort de prendre le prétexte d'une révolte populaire ou d'un effondrement économique pour instituer un pouvoir autoritaire. Je pense que c'est possible. Tout en restant dans le cadre de la Ve République, sans changement institutionnel. C'est tout à fait possible. Oui, mais on le voit déjà, c'est plus ou moins suspendu avec il suffit de nommer des bonnes personnes à la direction des institutions, et vous avez, à votre main, toutes les institutions françaises, dans un cadre de Ve République. Oui, ça serait une fin un peu comme l'Empire romain a perverti, a subverti les institutions républicaines qui étaient conservées en façade, mais dans lesquelles finalement tout pouvoir remontait au seul consul qui devenait de fait empereur. La nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, elle est emblématique d'un pouvoir qui a besoin d'avoir un pouvoir qui refuse, d'être éconduit soit par les urnes, soit par les assemblées. Donc avec Richard Ferrand, il a la garantie que le Conseil constitutionnel lui permettra soit d'annuler des élections, soit d'annuler des lois, etc.
En fait, effectivement, on a l'impression d'une collusion des élites contre le peuple, Oui. par le biais des institutions qui sont subverties, qui Il y a une normalement sont sécession. censées répondre à la souveraineté et aux besoins du peuple. Et en fait, ils sont subvertis contre lui, contre le peuple. Et effectivement, dans ce cadre-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'imagine pas une solution qui ne passerait pas par un sursaut du peuple contre, en fait, cette élite-là. Mais encore faut-il que ce sursaut existe. Et aujourd'hui, le pouvoir a mené comment dire, à très vive allure, une remilitarisation de la gendarmerie et de la police, avec des commandes pharaoniques de grenades, de LBD, de centaures, etc., pour parer à toute révolte. Donc ouais, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre, il sera, semble-t-il, agréable tant que le peuple ne dit rien, tant que le peuple accepte toutes les dérives que l'on voit institutionnelles. Si un jour il se réveille, soit ça passe, soit ça casse et on a un pouvoir extrêmement autoritaire qui se met en place. Bon. Et il a déjà tout mis en place pour pouvoir s'installer. Bon, et bien c'est sur ce prophétisme peut-être un peu noir, mais malgré tout réaliste, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Paul-Antoine Martin. Merci à vous. Je rappelle donc que vous venez de sortir donc un deuxième livre, on n'a pas tellement eu le temps d'en parler, mais ça peut être une prochaine occasion éventuellement, sur le temps des pervers, et sur les questions du management toxique, notamment causé par ce système finalement. Je vous remercie donc d'être venu. J'invite tous les gens qui ont écouté et regardé cette vidéo à s'abonner. J'invite à aimer cette vidéo, à mettre un pouce sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain franc-parler. À bientôt à vous. Merci beaucoup. Merci.